Bonsoir à tous. Merci, merci d'être ici, ça me touche beaucoup. Ce soir, je vais vous partager une partie de ma vie. On va parler du vin, on va parler de la vigne, on va parler de l'art aussi. Je vais me présenter un petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Maxime Renaud, j'ai 29 ans bientôt. Et mon premier métier, c'est vigneron. Et aujourd'hui, je suis en train de vivre une transition à l'intérieur de moi. Et je vais un deuxième métier, on va dire, où je suis artiste peintre et sculpteur. J'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Champillon. Et la vigne, ça m'a tout de suite parlé. Je suis né dans une famille de vignerons, mais pas une famille où il y avait quelques hectares de vignes. Et mon père était salarié, ouvrier vigneron. Et il m'emmenait de temps en temps avec lui, en fait, dans les vignes. Et je me suis assez vite passionné, on va dire. Il a fait du mieux qu'il a pu. Je sais qu'il va pas pu me donner tout ce que j'attendais de lui. Mais aujourd'hui, je le remercie parce que je sais qu'il a fait de son mieux. Ensuite, j'ai été chercher en fait ce qui me manquait, ce qu'il ne m'avait pas donné, vers d'autres personnes. Et vers 14 ans, j'ai commencé à rencontrer des vignerons fabuleux qui m'ont vraiment aidé, en fait, qui m'ont montré ce que c'était le métier, qui m'ont transmis tout leur amour, en fait. Et c'est à partir de là, en fait, que je me suis vraiment passionné. Pour moi, c'était... comment je pourrais vous dire ? Ouais, une évidence. Ouais, pas tant que ça, en fait, parce que... À l'époque, je ne savais pas ce qui me touchait, en fait. Forcément, j'étais qu'un enfant. Mais petit à petit, je me suis accroché et il y a quelque chose de fort en moi qui résonnait vraiment avec la vigne, en fait. À 14 ans, je me souviendrai toute ma vie, j'étais assis à côté de ma mère en voiture et on est passé devant une maison de champagne. Et j'ai regardé à travers la vitre et j'ai dit « Maman, un jour, il y aura mon nom ou je ferai quelque chose comme ça. » Et elle m'a dit « Ouais, je sais, tu vas y arriver. » Mais à l'époque, c'était vraiment un rêve d'enfant, mais j'étais totalement inconscient en fait de ce qui m'attendait en fait. Et j'ai rencontré des gens, notamment un vigneron qui s'appelle Jean-Marc, qui m'a littéralement pris sous son aile en fait, de 14 à 18 ans. Il m'a transmis beaucoup de choses et c'est aujourd'hui ce que j'appelle un père spirituel en fait. Et j'ai énormément de gratitude pour tout ce qu'il m'a partagé. Et ensuite, j'ai commencé à rencontrer d'autres personnes. J'ai voyagé un petit peu, j'étais en Bourgogne. J'ai vécu des histoires fabuleuses là-bas, où j'arrive là-bas pour la première fois, je connais personne. J'ai la chance de tomber sur un vigneron qui bosse au domaine de la Romanée-Conti. Truc improbable, quoi. J'arrive en Bourgogne, le petit champenois qui arrive comme ça dans l'inconnu. Et il m'invite chez lui, on échange et en fait, c'était incroyable parce qu'il ne me connaît pas, il m'ouvre sa porte et puis grâce à lui, en fait, je commence à découvrir la Bourgogne. Il me présente un ami à lui qui est aujourd'hui un ami, qui est vigneron à Vonne-Romanée. Et c'était fabuleux parce qu'ils m'ont transmis tellement de choses. Encore une fois, aujourd'hui, j'ai beaucoup de gratitude pour ces gens. Et sans eux, en tout cas, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui, en fait.
j'ai continué ensuite à faire mes expériences, à voyager, à m'ouvrir, à rencontrer plein d'autres personnes. Jusqu'à un moment où il y a eu un événement majeur dans ma vie qui a- qui m'a totalement bouleversé. C'est le décès de ma maman, quand j'avais 21 ans. Et on va dire que de ma naissance jusqu'à 21 ans, j'étais une personne classique, qui n'était pas très conscient de la vie. Et en fait, à partir de ce moment-là, ma vie s'est totalement transformée. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, au développement spirituel. Pour moi, c'était des sujets que je ne connaissais pas du tout. Et encore une fois, il y a ce que je considère aujourd'hui comme des pères et mères spirituels qui sont arrivés dans ma vie et qui m'ont, entre guillemets, sauvé, on va dire. Et j'ai commencé, pareil, à faire des expériences et tout s'est enchaîné pour moi. J'ai perdu le fil. Excusez-moi, c'est un peu le... Tu en étais à la spiritualité. Oui, j'en étais là, ouais. Où tout s'enchaîne, où tu découvres une autre façon d'approcher la vie, d'aborder la vie. Beaucoup de feu et de passion, on va dire. Tu vas aborder quoi? Comment? Tu vas aborder quoi? J'ai abordé quoi? Qu'est-ce que tu as retrouvé? Qu'est-ce qui t'a fait que voilà, t'es rentré dans cet univers? Parce que tu disais que tu étais une personne classique au départ. Oui. Et qu'à partir du décès de ta maman, tu as eu quelque chose en toi qui t'a fait aller vers la spiritualité, vers la recherche intérieure. Et t'en étais là. Exact, exact. C'est beau ce que tu disais, continue, simplement sur autre chose, on s'en fout. Ouais, mais faut que je boive un coup parce que là, j'ai la gorge. Excusez-moi. Ah, les expériences de vin, il y en a eu plein, ouais. Il y en a eu plein. Après, c'était pas trop ce que je voulais vous... Enfin, je voulais pas trop vous parler des expériences... Enfin, si, je vais vous parler du vin, mais... C'est quoi la spiritualité? Pourquoi tu l'as abordé le sujet? Pourquoi j'ai abordé ça? Parce que c'est comme si... En fait, pour moi, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et c'est comme si, quand on est, c'est totalement oublié. Et que pour moi, grâce à ça, on se retrouve. On retrouve réellement qui on est. Et c'est un chemin de vie complet, en fait. Sans rentrer dans les choses trop... il ne s'agit pas forcément d'avoir l'image de Bouddha ou quoi que ce soit, mais même pour moi, aujourd'hui, je considère que en fait, tout est spirituel. La vie, nous-mêmes, tout, en fait. Mais non, je voulais pas trop vous parler de mes expériences de vin, même si elles sont super intéressantes. Mais ce soir, je voulais vraiment axer cette conférence sur ma vie, sur ce que j'ai compris, sur ce que j'ai vécu, pour vous partager les leçons, en fait, que j'ai tirées de tout ça. Et, mais ouais, là, j'avais un peu le trac et j'avais perdu le fil, quoi. Je m'attendais pas à ça. Parce que j'ai répété chez moi, ça s'est passé nickel. Je vous assure que c'est vrai. Hein. Non, mais je vous assure. Ouais, carrément. J'ai causé pendant presque 1 heure. Je me suis dit, ah, si tu fais ça, ça va être impeccable. Et mais ouais, c'est le stress, quoi. Bah ouais, je sais pas. Bah, laisse-toi aller. Tu l'as trop préparé. C'est ça, ouais. Et encore, je voulais faire une diapo avec vraiment reprendre tous les points de ma vie. Trop préparé. Lâche-toi. Et Si ça se trouve, c'est fait exprès ce que tu fais là. Ouais. fait exprès. Ça se trouve, c'est un jeu. C'est un truc. Il y a un truc et ça fait exprès, on n'a pas compris. Tu veux qu'on sorte les mouchoirs. Tirer les larmes des yeux. 21 ans, tu prends conscience. Ouais, c'est vrai, mais c'est mon souhait en plus. Non mais vous rigolez, mais c'est vrai. C'est vraiment mon souhait ce soir. De vous faire passer par plein de choses différentes, c'est vrai, ouais, c'est mon souhait, ouais. C'est vrai.
Mais ouais, pour reprendre le fil de ma vie, c'est vrai que... Jeune vie, de ta jeune vie. Oui, ma jeune vie, bien sûr, bah oui. Bah oui, parce que j'ai bientôt 29 ans et c'est clair que j'en suis qu'au début, c'est clair. Hein. C'est clair. Hein. Mais ouais, ça a été une étape majeure parce que j'ai compris tellement de choses que aujourd'hui, je vois vraiment la vie différemment, en fait. À 21 ans, je suis devenu un petit peu comme un petit philosophe, même si je sais que je me posais déjà des questions sur la vie avant. En fait, depuis tout gamin, je me suis toujours questionné, mais pourquoi on vit? Pourquoi on est là? C'est quoi le but de la vie? Enfin bref, je me suis toujours questionné très jeune. Et arrivé à ce moment-là, en fait, c'est là que ça a accéléré le processus, en fait. Totalement. Et en fait, ce qui me questionne beaucoup, moi, c'est ça, c'est l'essence et c'est la profondeur dans les choses, quoi. J'ai jamais aimé faire des choses qui n'avaient pas de sens. Et j'ai eu une grosse prise de conscience quand j'ai commencé à bosser, en fait, à 18 ans, chez mon premier patron. J'ai fait une journée de dingue. Et je vous assure que le soir où je suis rentré, je me suis dit, putain, tu vas travailler comme ça. C'est ça la vie? Tu vas faire ça 45 ans de ta vie? Enfin, j'ai eu une grosse claque, en fait. Pour moi, je me suis dit, mais ça peut pas être ça la vie. C'est pas possible. Est-ce que c'est ça? C'est travailler, manger, dormir et puis bosser 45 ans, être en retraite et... Pour moi, je me suis dit, il y avait autre chose que ça. Parce qu'on va me dire, bah oui, mais si, c'est ça la vie. Tu te maries, tu as des enfants, ouais, mais ok, mais pourquoi en fait? Et moi, j'étais pas heureux. Parce qu'au fond de moi, c'était pas la vie que je voulais en fait. Mais je suis heureux d'avoir vécu ces expériences parce que ça m'a appris ce que c'était que d'être salarié. Et ça m'a surtout appris à travailler et à rencontrer plein de personnes en fait. Et à expérimenter la vie en fait, tout simplement. Et la chance en fait, aujourd'hui en fait, je m'estime comme quelqu'un de chanceux. Et j'ai beaucoup de gratitude envers la vie pour tout ce que j'ai vécu. Et je me dis que j'ai de la chance parce que à l'époque, je me souviens, j'étais pas en colère, mais frustré par rapport à des amis qui avaient plus de vignes que moi. Et je me disais, mais c'est dégueulasse, pourquoi je suis né dans cette famille? Moi, je viens d'une famille d'ouvriers, il n'y a pas de thunes. Euh, bref, plein de choses comme ça. Et au final, en fait, c'est une grande chance. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai une grande chance d'être né dans cette famille. Parce que si j'étais né dans une famille où il y avait eu quelques hectares de vignes, je serais certainement pas l'homme que je suis aujourd'hui. Et j'aurais été peut-être conditionné à certaines choses. Et j'aurais pas pu en fait m'exprimer, je pense, librement comme j'ai envie de le faire aujourd'hui. Tout simplement. Mais à l'époque, de vivre un petit peu cette espèce de jalousie, de colère, parce que pour les autres c'était plus facile. Et moi c'est vrai que j'en ai bavé parce que ce projet de Max and Friends, en fait pour moi c'était ce rêve de gosse. Et à partir de ce moment-là, j'ai mis toutes les actions en place nécessaires pour qu'il naisse en fait. Mais à l'époque, j'avais vraiment aucune conscience de par quoi j'allais passer, comment ça allait se faire. À l'époque, je pensais que j'allais faire mon truc tout seul dans mon coin, mais en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait aucun sens. Parce que pour moi, le plus beau dans la vie, c'est le partage, c'est pas de faire des trucs dans son coin. Et toutes ces expériences m'ont amené à rencontrer plein de gens, notamment mes associés. Mais ce qui a été vraiment difficile pour moi, c'est le fait que financièrement, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et il a fallu que je bosse comme un taré pour réellement le faire naître, ce projet, en fait. Parce que j'ai été salarié 8 ans de ma vie et j'avais que le week-end ou le soir après ma journée pour faire mes vignes. Et j'ai dépensé énormément de temps, énormément d'énergie dans tout ça. Et ouais, ça a vraiment pas été facile, mais ça fait partie du chemin et je suis super content en fait d'être passé par là en fait.
faut que je boive un coup, je suis désolé, j'ai la gorge. À mon avis, c'est le stress aussi qui fait ça. Parce que ça fait pas longtemps que je parle. Mais c'est con parce que pourquoi j'ai bien réussi chez moi et puis là, c'est n'importe quoi. Et c'est pas n'importe quoi. C'est le live. Imagine un chanteur qui est devant 2000 personnes, qui travaille ses techniques. Ouais, mais c'est bizarre. On a fait une conférence. On a fait une conférence avec Cyril au BNI. Il y avait même plus de personnes que vous et bah, ça a été nickel, quoi. Non, c'est vrai. Mais bon, enfin bref. Ça se trouve, ce que tu fais là, c'est bien meilleur pour nous que ce que tu avais préparé. J'en sais rien, c'est ta perception des choses. Ça se trouve. On espère en tout cas. Bah oui. Et c'est le cas. En tout cas, je vous remercie parce que je sais que vous êtes là ce soir pour moi et ça me touche vraiment beaucoup. Et puis moi, bah, je suis là aussi pour vous partager, peut-être vous apporter quelque chose en tout cas. Mais merci. Merci d'être bienveillant. Autant que tu retrouves frérot, ça pourrait s'arrêter là. Je trouve qu'on est déjà. Enfin, moi, c'est suffisant presque. Parce que peu de gens peuvent se livrer comme ça, d'une manière très intime et sincère comme ça. Et je trouve ça chouette. Hein. Je dis pas peu importe le contenu, parce que le contenu, quand c'est intéressant, c'est quand même mieux. Et là, il l'est. Et c'est déjà beaucoup, je crois. C'est déjà beaucoup. Ouais. Non, moi là, non, pour moi là, j'ai fait de la merde. On espère que c'est pas terminé non plus. Comment? On espère que c'est pas terminé non plus. Non, c'est sûr. Hein. C'est sûr. Hein. Mais Je veux avoir la suite. en fait, j'ai tellement envie de vous dire plein de choses que ouais, c'est ça. Ouais. Et puis en fait, des fois, c'est comme si je savais même pas par quoi commencer parce que il y a tellement de choses en fait que j'ai envie de dire. Balance, on fera le tri. Peu importe l'ordre. On fera le tri un autre jour. Bon, on va faire des questions si ça aide. Hein. Ah, moi, je me demandais juste Oui, c'est vrai. qu'est-ce qui se cache derrière Max and Friends, quel est le projet. Bah, derrière le projet, c'est il y a la vision du vin, telle que vous l'avez pu le voir, la petite intro avant que j'arrive. Il y a ça, il y a cette vision que j'ai en fait bah, personnellement. Ça, c'est une partie. Et l'autre partie, qui est en fait liée aussi à ma vision, c'est l'association en fait avec deux amis, surtout un. Enfin, un non, surtout un. Les deux. Mais disons qu'il y en a un. Il y en a un qui a commencé le travail, et puis un deuxième qui est là ce soir, qui est arrivé. Et en fait, le plus beau dans tout ça, pour moi, en fait, c'est cette association humaine, en fait, qui, je pense, est bien plus importante que le vin en lui-même, quelque part. Parce que moi, aujourd'hui, ce qui me touche et en fait, ce qui m'anime, bien, c'est de ramener l'humain dans beaucoup de choses, dans tout ce qu'on fait, en fait. Pour moi, des fois, on a trop tendance à séparer. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime, c'est plutôt unir et rassembler. C'est ça qui me plaît. Après, oui, j'ai une philosophie du vin que j'ai compris avec le temps. Parce que c'est vrai qu'au début, comme beaucoup de monde, on se cherche tous. Et j'ai été chercher ces petites substances comme ça, un petit peu à droite à gauche. Et notamment avec Ludovic, quand on s'est rencontrés il y a quelques années. Je tiens à te remercier parce que ça m'a touché à l'époque quand on s'est vu. T'as vu en moi une sensibilité. Tu t'es dit, bah tiens, ce jeune, il est un peu en recherche, il est passionné par le vin. Je vais aller le voir. Et c'est peut-être pour toi, c'est peut-être pas grand-chose. On a échangé, mais pour moi, c'est énorme parce que je me suis dit après, Ouah, il y en a un qui me comprend, quoi. Parce que c'est vrai que pour revenir un petit peu à ma famille, ce qui a été difficile pour moi, c'est que personne n'a cru en moi, même mon propre père. Alors aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Et puis je lui en ai voulu pendant des années, mais j'ai fait mon job et je savais que c'était à moi de changer si je voulais qu'il change. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était pas facile parce que quand j'ai dit papa, moi je veux faire du vin,
oh non, tu t'emmerdes pas avec ça, tu y arriveras pas. Enfin bref, c'est. Et puis il n'y a pas que mon père, aussi beaucoup d'autres personnes m'ont découragé. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile à surmonter. Puis je paraissais un peu comme un extraterrestre parce que j'avais une autre manière de faire, une autre manière de penser. Et même pour moi, c'était difficile de m'exprimer parce que je me suis dit, bah, si je fais ça, ils vont me juger. Bon, c'était la peur forcément du regard des autres et compagnie. Donc ouais, à l'époque, c'était vraiment pas facile. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est grâce à tous ces hommes en fait qui m'ont soutenu, qui m'ont pris littéralement sous leur aile, dont, dont un qui est là ce soir et je pense qu'on en parlera un petit peu après. Et heureusement, en fait, moi je leur dois énormément. Ma vie aujourd'hui, je la dois à énormément de monde en fait. Parce que chacun est venu me construire. Et pour moi, en fait, c'est le plus beau cadeau de ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans un état de gratitude envers tout ça, parce que je me suis rendu compte que l'aide aux autres, c'était la chose la plus belle dans la vie. Et c'est aussi ce que je veux faire, en fait, à travers mon métier de vigneron, c'est transmettre tout ça, bien au-delà de la dégustation, on va dire. Tu avais une question, tu voulais me poser une question, Ludovic? C'est pas vraiment une question, je ne sais pas si c'est le bon moment, clairement, parce qu'il nous faudrait du temps pour ça, mais je pense qu'il y a une relation à l'éternité, à la survivance, Ouais, dans ta philosophie, dans ta façon de concevoir aussi la transmission et la vie oui, oui, bah c'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de sujets, comme tu dis, la consommation. Enfin oui, c'est sûr, moi je veux être clairement dans une autre manière de consommer, c'est clair. Ouais. Et en fait, et tu fais bien de rebondir là-dessus parce que je me suis posé cette question au fond. Mais pourquoi déjà faire du vin? Et puis pourquoi on boit du vin en fait? Moi, c'est toujours ce pourquoi qui m'anime. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pourquoi on vit, pourquoi on fait ça? Et des fois, on n'a pas toutes les réponses. Et en fait, c'est toute la partie subtile et on va dire un peu invisible de la vie qui me passionne. Et dans ce pourquoi, eh bien, j'ai cherché à l'extérieur de moi, que ce soit à travers des livres, à travers des vidéos, à travers des vignerons. J'ai été me nourrir comme ça un petit peu à l'extérieur. Et je ne trouvais pas forcément mes réponses. Et à partir du moment où j'ai cherché, on va dire, un petit peu à l'intérieur de moi, c'est là que j'ai commencé à trouver mes réponses et puis à me faire ma propre opinion, en fait. Et je me suis littéralement dit, mais si le vin est là, il a forcément une raison d'être. Et alors, ok, c'est cool, on boit du vin pour partager, on est avec des amis, pour célébrer un événement, ok, mais je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a de plus profond, en fait, derrière tout ça? Et j'étais jusqu'à me dire, alors le vin, ça peut nous nourrir, en tout cas, dans notre corps physique, mais pour moi, aujourd'hui, en tout cas, je suis convaincu que le vin peut réellement nous nourrir sur notre âme, dans toutes nos parties, en fait. Et après, bon, après aussi, tout dépend de comment le vin est fait, mais je pense sincèrement que si c'est fait avec le cœur et en pleine conscience et dans le désir de le partager aux autres et de faire du bien, en tout cas, aux autres, parce que c'est la manière dont je travaille et c'est ce qui m'anime le plus, en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte, pas très longtemps. En fait, si, je le sais depuis longtemps, mais je n'ai jamais voulu, on va dire, l'exprimer. Mais aujourd'hui, je sais que ma mission, en tout cas, que ça soit à travers le vin, la peinture ou la sculpture, c'est réellement de faire du bien aux gens, en fait. Parce que je me suis dit, t'es né pour ça. Et si tout ce que j'avais vécu, c'était clairement un cadeau, et je me suis dit, maintenant, c'est peut-être à toi de faire ça. Et je sais que c'est réellement ce qui me nourrit, en fait. Voilà pour la partie... pour répondre un petit peu, on va dire, à ta question. Mais je vois que tu voulais aller sur autre chose, je crois. Il faudra qu'on fasse une soirée parler de philosophie et de lien à l'éternel et de sentiment d'éternité.
Oui, bah après c'est vrai que oui, il y a tout. Oui, bah, il y a toute l'histoire, mais il y a toute l'histoire. C'est vrai que je m'en suis passionné. J'ai lu le magnifique livre sur l'histoire des vins de Champagne. C'est vrai que c'est fabuleux, mais c'est vrai qu'on peut se poser tellement de questions. Depuis quand le vin existe? Oui, on sait que même à l'époque des Égyptiens, il y avait déjà du vin. Mais avant, et encore avant, et avant, et avant. Parce qu'on peut, en fait, on va se dire, oui, mais l'origine du vin, au final, ça reviendrait à dire l'origine de la vie, quelque part. On vient d'où? D'où vient la terre? D'où on vient? En fait, je crois que tout vient du même endroit, en fait, quelque part. Non, mais c'est ça. J'ai eu une discussion récemment avec mon père. Il me dit, ah, ils ont trouvé un astéroïde, je sais pas quoi, puis ils ont trouvé de la matière organique dessus. Ouais, ok. Ah, il me dit, ça vient d'où? S'il y a de la vie... En fait, on ne connaît pas trop le pourquoi, en fait. Mais c'est passionnant. Enfin, peut-être pas pour vous, mais moi, c'est ce qui me passionne. Parce que je cherche toujours un sens dans les choses, en fait. Toujours. Et c'est pas le sujet de ce soir, mais la sexualité, c'est un sujet qui me passionne vraiment. Et ouais, bien sûr, mais ça passionne tout le monde. Je sais bien. Je sais que ça passionne tout le monde. Et non, c'est vrai. Et en fait, je comparerais aussi un petit peu ça au vin, à la vie, parce qu'il y a tellement de choses qui se ressemblent. Ouais, ouais, bah ouais. Mais enfin, après ça l'origine, j'en sais rien, mais en fait, c'est tout. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'on peut ressentir, en fait, à travers tout ça, en fait. Et pareil, pourquoi? Quel est le sens de ça? Mais bon, c'est pas l'objet de la conférence ce soir, mais mais ouais, voilà ma vision. N'hésitez pas à me poser des questions, je pense que ça sera plus facile parce que je vous dis, j'ai tellement de choses que je voudrais vous dire. Si vous en avez, bien évidemment. Oui, 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 on va venir dessus, oui. Ouais, ouais, bien sûr. Exact. Non, c'est vrai, alors oui, j'ai un petit peu foiré ma présentation, c'est vrai. Pardonnez-moi. Non. Vous connaissez un petit peu la région ou pas du tout? D'accord, ok. Non, je suis né à Champillon, voilà. Et je suis vigneron à Auvillers, mais les vignes sont à Auvillers. Et il y a des vignes également sur la commune de Romery, qui est derrière Auvillers. Voilà, j'ai grandi 20 ans dans ce petit village. Et, et voilà, aujourd'hui, je suis vigneron depuis l'âge de... Bah, ma première carte de récoltant, c'était 16 ans. Voilà. Et je remercie mon père pour ça, parce qu'il m'a rendu, on va dire, responsable assez jeune. Même si je lui avais demandé avant, je vais avoir 12-13 ans, si je pouvais m'occuper d'une petite vigne. Parce que déjà à l'époque, en fait, ça me passionnait. Et il m'avait laissé cette petite vigne qui est dans les hauteurs d'Auvillers. Et je la travaillais tout seul. Et j'étais fier, en fait. J'avais 12-13 ans, et c'est moi qui taillais déjà, qui faisais tout. Donc voilà. Comment? Alors, des vignes, oui, oui, mon père travaillait les vignes de ses parents. C'est des vignes familiales qui appartiennent à mes grands-parents. Il y a 50 arts, en fait. Voilà, c'est pas énorme. Mon père a 8 frères et sœurs, donc ça va être divisé par 8. Donc voilà, chacun va avoir un petit bout. J'ai la chance dans la famille, ils sont assez cool. Donc logiquement, c'est moi qui devrais continuer à les exploiter. Ouais, mais oui, oui, exact, ouais. Alors non, aujourd'hui, grâce à l'association de vignes de notre autre associé, maintenant, Max & Friends, on est sur 1,80 hectare. Voilà. Ouais, Auvillers et Romery, sur ces deux communes, ouais, ouais. Ah non, 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 pas de pressoir. Ça, on délègue, en fait. Après, pour les coteaux, jusqu'ici, nous, on utilise un petit pressoir, on en cuve beaucoup. Donc on n'a pas forcément besoin pour le moment. Tant qu'on ne fait pas de champagne, on va dire qu'on est à peu près tranquille. Même si là, on nous embête parce que le blanc... Enfin... On est tranquille, Ouais, ben oui, 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 ouais, ouais. Mais non, mais voilà, oui, pour rebondir sur ça. Et en tout cas, avant d'être à mon compte,
Bon, mon père m'a laissé une déclaration de récolte jeune, mais bien évidemment, j'ai commencé avec 17 arts de vigne, donc je ne pouvais pas en vivre. Et j'ai toujours été salarié en fait à côté. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on va dire de 14 à encore là très récemment, on va dire jusqu'à 27, 28 ans, j'ai littéralement consacré en fait ma vie à la vigne et au vin en fait. Je me suis abonné à la revue des vins de France, enfin bref, j'étais abonné à Champagne, à plein de revues intéressantes. Et même tout l'argent que je gagnais, je rebalançais tout dans mes vignes parce que je suis un grand curieux, j'aime faire des essais. Et tout ça, ça coûte un petit peu d'argent, mais quand on est passionné, on met tout son focus et son énergie dedans, quoi. Actuellement, oui, oui. J'ai déjà fait du champagne, mais c'est pas le but pour le moment, on va dire. On en fera, je pense. Ça sera, ouais. Vous dire quand, je pourrais pas vous dire quand. Mais c'est pas l'objectif premier en fait. Parce que moi, en tout cas, mais moi ça c'est perso, hein. Je prends plus de plaisir à faire des coteaux que du champagne, même si au final, oui, bien sûr. C'est juste qu'après on on fait mousser quoi. Ouais. Mais ouais, je pense que ça arrivera. Mais je pense qu'aujourd'hui on n'est pas prêt. Parce que moi, l'idée, quand même, avec Max & Friends, c'est de créer comme une sorte de petite coopérative et d'y venir, et que plusieurs personnes puissent rentrer dans l'aventure, en fait. Et ce qui me ferait plaisir, ce serait de vinifier un champagne avec plein de raisins d'endroits différents pour avoir quelque chose d'assez uni, en fait. Non, je ne vais pas dire universel, mais d'assez complet, en fait. Qu'on vive une aventure humaine. Non. Non, la structure, là, on va être en NM, négociant manipulant. Ouais. Peut-être pour le factuel, je ne sais pas si c'est pertinent qu'on se pose la question, mais par rapport à ton vécu et aux différentes expériences dont j'ai un peu connaissance, Oui, sur Ovillé, à un moment donné où tu étais en coopérative, exact. parce qu'il fallait des locaux à deux pour pouvoir expérimenter de manière un peu sécurisée. Oui. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, là, en plus, Et là, de façon atypique, quand même. Oui, c'est sûr. Et donc, qu'est-ce qui a fait que ça a changé? Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu changer? Par rapport à la vinif à la COP Ouais, ou... c'est parce qu'en fait, l'endroit ne me convenait plus, en fait. L'endroit ne me convenait plus mais encore une fois, c'est une chance parce que j'ai vinifié dans 4-5 endroits différents. Et ça m'a permis de me former, en fait, de faire mes essais. Et aujourd'hui, aujourd'hui, je suis prêt. C'est ce que vous goûterez après. Mais en tout cas, ouais, ça m'a permis de faire plein d'erreurs. Mais au début, ouais, c'était un peu frustrant parce que j'ai commencé dans des endroits pourris. Chez mes grands-parents, voilà, c'était une cave toute dégueulasse qui a été inondée. Enfin bref, c'était pas un bon endroit pour vinifier. Et on sait que le lieu de vinification est quand même important. C'est peut-être pas le plus important, mais bon. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de faire mes expériences et de vinifier un petit peu comme ça dans différents endroits. Ouais. Alors en fait, j'étais sur les 2 COP à Auvillé. Il y a une grande coopérative en bas et puis une petite en haut. Et grâce à un cousin, j'ai pu rentrer dans cette petite COP en haut. Et le président, Vincent Bernard, a été très très gentil avec moi parce qu'il m'a fait confiance. Et j'ai été le premier vigneron, en tout cas, à pouvoir vinifier dans cette cave COP. Et c'est pareil, je le remercie énormément parce que sans lui, j'aurais pas pu expérimenter ce que je fais aujourd'hui en fait. Donc, Ça, c'est vinification, ça remonte à quand? Est-ce que vous êtes lancé dans cette aventure? alors, ma toute première vinification, c'est 2012 dans un bidon de 10 litres. Ça a marché. J'étais content, j'avais fait du vin. J'étais fou même, je me suis dit, mais ça y est, j'ai fait du... Pour moi, je me faisais une montagne en fait, de faire du vin, c'est un truc énorme. Alors qu'en fait, c'est très simple. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime bien dire qu'un enfant peut faire du vin. Ouais. Et j'aime bien dire que je réfléchis comme un adulte, mais j'agis comme un enfant. Et ça, pour moi, c'est hyper important de garder son âme d'enfant,
et de continuer dans la vie. Bien sûr, alors, on ne peut pas non plus tout faire, se comporter comme un enfant, bien sûr, parce faut un minimum de sérieux, on est d'accord, mais c'est vrai que ce que je trouve dommage aujourd'hui, c'est que peut-être beaucoup de gens ont oublié un petit peu cet enfant intérieur et qui fait on va être joyeux, on va faire les choses en fait vraiment avec son cœur et avec plaisir, quoi, dans le partage. Et un peu dans ce côté, en même temps, je dirais peut-être conscience et insouciance, quoi. Parce que quand on est enfant, on est émerveillé devant tout, on ne va pas se soucier de ce que l'autre va penser de nous, on ne va pas juger l'autre. Et c'est de retrouver cette pureté d'enfant, en fait, moi, qui m'anime beaucoup. Et j'aimerais aussi, après, dans les futurs vinifs, faire venir des enfants et puis qu'on fasse aussi quelque chose dans ce sens, parce que je crois qu'on peut réellement apprendre beaucoup des enfants, en fait. Même si j'en ai pas, mais c'est un sujet aussi qui m'intéresse parce que ma mère était assistante maternelle et j'ai grandi aussi dans un milieu avec beaucoup... J'étais entouré de beaucoup d'enfants. Et c'est vrai que ça aussi, c'est quelque chose qui me passionne, ouais. Et je trouve que les enfants, malgré tout, détiennent une certaine vérité. Je vais juste vous partager une petite histoire qui n'a rien à voir avec le vin, mais un jour, je me promène à Auvillers, dans la forêt, avec mon chien. C'est un chien que j'ai récupéré d'un oncle qui est décédé. Et merci la vie, parce que ce chien, c'était comme un sauveur pour moi. Et il m'a apporté tellement de choses. J'ai d'ailleurs commencé à écrire un livre. Et il y a une mère avec ses petites filles qui me suivaient derrière. Et puis, la petite fille s'approche de plus en plus du chien. Puis, elle restait à côté de lui. Puis, bon, je me suis dit, ok, laisse-la. Puis, elle continue à me suivre. Bah, je me suis dit, bon, bah, je sais pas ce qu'elle veut. Et là, elle m'a sidéré parce que elle m'a regardé et elle m'a dit, vous l'avez adopté, votre chien? Elle avait 5-6 ans. Bah, je me suis dit, mais comment elle peut savoir ça? Bah, je lui ai dit, mais oui, comment tu sais? Et là, elle m'a dit, bah, ça se voit comment il vous regarde. Elle avait 6 ans, cette petite fille. Comment elle a pu savoir que j'avais adopté un chien? Et là, je vous raconte ça, mais je pourrais vous en raconter tellement d'autres. C'était incroyable. Et là, je me suis dit, mais ouais, c'est... Ah, on peut se dire, oui, bon, c'est le hasard, coïncidence, machin, enfin bref, on peut se faire tout un tas de raisons. Mais en fait, là, ça m'avait intrigué et en même temps fait beaucoup de bien, quoi. Je me suis dit, mais putain, les enfants, c'est incroyable, quoi. Et on dit souvent d'ailleurs que la vérité sort de la bouche des enfants. C'est fou. Mais voilà, je voulais vous partager cette petite histoire avec le chien. Max and Friends quand même maintenant, parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé. Quelle heure il est? Oh bah si, ça va, il reste encore un petit peu de temps. Pour cette création, avec mes amis, moi ça m'a énormément touché qu'ils me fassent confiance en fait, parce qu'il y a 6 mois, 1 an, on va dire que ça a commencé. J'étais pas celui que je suis aujourd'hui et on va dire que j'étais peut-être encore un peu paumé. Et ce qui m'a réellement touché, c'est qu'ils me fassent confiance, malgré ma situation, malgré mes peurs, malgré mes doutes. Et encore une fois, je les remercie parce que c'est énorme en fait. C'est énorme. Je vais peut-être vous saouler, vous dire que je remercie beaucoup de gens, mais c'est... Même un merci pour moi, c'est même pas suffisant en fait. Et pour moi, c'est la vraie confiance. Parce que faire confiance à quelqu'un qui a déjà l'argent, pour moi, c'est pas de la confiance. Parce que tu as la garantie que ça va marcher. Eux, ils n'avaient aucune garantie. Et ben, bravo, quoi. C'est une belle leçon de vie pour moi et pour eux, en fait. Parce que ça me nourrit, ça les nourrit, et encore une fois, ça prouve que de faire les choses ensemble, eh ben, c'est là qu'on avance, quoi. Et ouais, je trouve vraiment ça chouette, quoi. Pour moi, c'est la vraie confiance, elle est là.
Et la confiance est directement liée à l'amour, de toute façon. Ça, c'est clair. Ouais. Donc voilà pour ça. Là où, en tout cas, moi, j'aimerais emmener ce projet, c'est comme je vous l'ai dit, c'est de créer, pas forcément un système coopératif, mais de s'en approcher et de réunir des gens qui croient en ce qu'on croit, qui travaillent comme nous. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est orienté vers une agriculture, en tout cas une vraie agriculture, je crois, durable, c'est-à-dire la permaculture et l'agroforesterie. Je pourrais vous parler un petit peu après, si vous voulez, de mon passage en bio et biodynamie et pourquoi j'ai arrêté, sans souci. Même s'il y a de très très bonnes choses dans ça. Et voilà, en fait, moi, ce qui me plaît aujourd'hui, c'est réellement de transmettre et de partager. De plus être tout seul dans mes vignes. Ouais, ok, c'est super, mais alors ça me fait du bien aujourd'hui quand j'y vais. Parce que je me sens connecté à la nature, parce que je suis une sorte de méditation, on va dire. Ça me fait du bien. Mais c'est pas en étant seul dans mes vignes que je pourrais partager. C'est en étant là, devant vous, que je peux le faire, en fait. Ou en écrivant un livre, ou en faisant un film, parce que c'est... ou plusieurs, parce que je sais que ça fait partie de l'un de mes rêves. Et je sais que j'y arriverai, parce que je sais qu'il y a des gens qui croient en moi, et ça me touche. Puis grâce aussi à mon associé, Cyril, qui est réalisateur vidéo et qui est un gars super, qui m'a énormément donné, en tout cas sur la communication et tout ce qui touche autour du cinéma. Donc je sais que je suis très très bien entouré et qui fera tout son possible, en tout cas, pour m'aider. Ouais. Vous vous êtes rencontrés comment? Grâce à Michael, grâce à Mick. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que Mick, pour moi, ça a été comme un frère. Et ouais, sans lui, j'aurais jamais pu être qui je suis. Il m'a tellement, tellement aidé sur tellement de domaines. Il a cru en moi, il m'a poussé, il m'a poussé à pas abandonner, à pas baisser les bras. Et ça, c'est chouette, quoi. C'est qui, Michael? C'est un des associés? Alors, exactement, ouais. Michael, c'est un de nos associés qui, aujourd'hui, nous a quittés. Mais dans le bon sens, ouais, j'annonce un petit peu le... mais en fait, je le prends super bien. Et comme je lui ai dit, moi, ce qui compte, c'est son bonheur. Il a donné, mais énormément, énormément, énormément pour moi. C'est comme un frère. Moi, j'ai trois demi-sœurs. Lui, il a une sœur. Et tous les deux, on était un peu les frères qu'on n'avait pas eus, en fait, quoi. Mais il m'a vraiment pris sous son aile et il m'a aidé sur tous les plans, quoi. Mais surtout, surtout, je dirais, sur le plan financier, sur le plan relationnel, émotionnel. Enfin, bref, on a vécu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, il s'en va. Et j'ai appris aussi avec la vie que pour gagner quelque chose, il fallait savoir aussi perdre. Et que tant qu'on ne perd pas quelque chose, le nouveau ne peut pas arriver. Alors des fois, ça pique. Ça fait mal quand on perd quelque chose, mais en fait, en réalité, je sais que c'est toujours pour notre bonheur. Et voilà, aujourd'hui, c'est comme ça, il s'en va. Et ouais, ça me... pour le moment, non. Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Il va me... Je reprends un petit peu sa place, on va dire, il va continuer, il ne nous lâche pas comme ça, hein. Il va me former. Mais ce qui est chouette, c'est qu'il a vraiment en fait joué son rôle de frère et qu'aujourd'hui, c'est vas-y maintenant, Max, t'es un grand, hein, tu te débrouilles et puis lui qui puisse se réaliser pleinement parce que il a morflé aussi, il a une vie vraiment pas facile et il n'a jamais pu non plus être trop lui-même et faire ce qu'il voulait. Et là aujourd'hui, il est en train aussi de réaliser ses rêves et il s'est rendu compte qu'on n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde, donc on ne partage pas la même philosophie. Et bien moi, je lui souhaite que du bonheur, quoi. J'aurais été un égoïste en fait de mal le prendre. Parce que j'aurais pensé qu'à mon bonheur alors que il a le droit lui aussi de réussir sa vie en fait.
Mais voilà, ouais. Oui. Comment vous organisez justement entre associés? Est-ce que chacun a son domaine? Mettons, il y en a un qui est au vin. Ouais, bien sûr, ouais. Alors c'est vrai que moi, voilà, je suis le vigneron, donc je m'occupe des vignes. Je commence à déléguer un petit peu. Je m'occupe du vin aussi. Et puis, un petit peu de la communication quand même. Cyril, qui est au fond, puis bon, tu te présenteras ou je le ferai, bref, on verra bien. Lui, Cyril, il s'occupe de la partie com, tout ce qui est communication et marketing. Voilà. Et puis, Julie, qui va nous aider un petit peu quand même, notamment sur tout ce qui est stratégie et puis la vente. C'est ça? Je me trompe? J'ai oublié quelque chose? Non? Ça va? Ok. Là, vous êtes vraiment deux associés actuellement autour de Max Friends? On est trois. Trois. On était quatre. Et il vient de partir là, ça s'est fait hier, avant-hier. Donc c'est super. Mais c'est ça, ça fait partie de la vie. Voilà, maintenant j'ai appris à prendre les problèmes. C'est vrai qu'on dit toujours que c'est des problèmes, mais il vaut mieux remplacer ça par des challenges. Et maintenant j'ai appris à prendre ça à bras le corps, quoi. Alors qu'avant je fuyais. Hein. J'étais la victime qui fuyait tout. Et c'était à l'époque où je travaillais chez Veuve Clicquot. Ah ouais, ça, mes collègues pourraient témoigner. Ils me verraient aujourd'hui, ils ne me reconnaîtraient pas trop, je pense. mais voilà. C'est vrai que je suis désolé, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui, c'est vrai que vous voulez des éléments plus techniques. Je pars beaucoup dans les choses philosophiques, vie, mais je me doute. On l'aura quand on dégustera. Oui, c'est ça, c'est vrai que j'avais prévu quand on aura la déguste. Là, on pourra vraiment parler de la technique et autour du vin, bien sûr. C'est vrai que ce que je trouve intéressant dans ce que vous disiez dans votre philosophie, c'est surtout de mettre le coteau champenois au cœur vraiment de votre travail, ce qui n'est pas banal. Non, bien sûr, ouais. C'est un vrai pari que vous faites. C'est vrai, Et c'est vrai. d'où vous est venue cette volonté vraiment d'axer que sur le coteau et de ne pas partir vers le champagne? Ok, ça c'est une bonne question intéressante. Enfin, il n'y a que des bonnes questions, mais alors moi, ce que j'adore dans les coteaux, je veux pas dénigrer le champagne ou qui que ce soit, attention. Hein. Mais c'est que c'est des vins où on peut pas faire de maquillage. On peut pas maquiller. Dans le champagne, j'estime qu'on peut un petit peu maquiller. Parce que déjà, la prise de mousse va quand même totalement transformer le vin. On a beau dire ce qu'on veut. Et surtout, cette liqueur qu'on rajoute à la fin, ce sucre, on va transformer le vin automatiquement. Et moi, ce n'est pas ce que je voulais. Ce qui m'anime, c'est de faire des vins les plus purs possibles. C'est d'être au plus proche du raisin, du jus de raisin presque. Parce que bon, c'est vrai que dans le vin, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a de l'alcool. Et que, voilà, certes, moi, je le considère un petit peu comme quelque chose de sacré. Mais voilà, il ne faut pas en abuser, quoi. C'est cette chose qui... On le sait, l'alcool, c'est pas bon pour la santé. C'est cette partie, moi, qui m'ennuie un petit peu, on va dire, dans le vin. Pour moi, s'il n'y a qu'une chose de mauvais dans le vin, c'est ça. C'est l'alcool. Mais c'est vrai que mon idée, c'est de faire des vins le plus pur possible, avec le moins de produits possible, avec le moins d'intervention possible. Je ne dis pas que je suis un vigneron non interventionniste, hein, c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, j'essaye d'être à l'écoute et au plus juste de ce que je dois faire, tout simplement. Je ne veux pas m'imposer, mais je ne veux pas non plus aussi laisser tout faire. Parce que des fois, c'est vrai que j'avais tendance à être comme ça avant, parce que j'ai fait partie, pour que vous sachiez un petit peu, à l'époque, on pouvait m'appeler on pouvait dire que j'étais un vigneron un peu extrémiste, écologiste, biodynamiste. Et d'ailleurs, pourquoi j'ai arrêté la biodynamie? Parce que j'étais enfermé. Et moi, j'aime quand on est ouvert, quand on est dans un esprit de croissance. Or, quand j'étais enfermé dans la biodynamie, j'étais dans quelque chose de figé, où les pratiques de Rudolf Steiner n'ont pas changé depuis 1920 et quelques. Ça fait plus d'un siècle. Pourquoi continuer bêtement quelque chose qui... Tout change, la vie change. Demain, c'est un autre jour, donc pourquoi faire quelque chose de figé? Et moi, ça m'empêchait d'être moi-même, en fait. Je m'étais rendu compte que j'étais arrivé dans un truc enfermé. Ça m'empêchait d'être moi. Et voilà, moi, ça ne me convenait plus, en fait.
dans certaines pratiques. On m'obligeait à faire des choses que je ne voulais pas faire, que je ne sentais pas avec mon cœur. Donc c'était même contre... J'agissais un peu contre moi-même, en fait. Donc ça me... Et je ne comprenais pas au début le départ de certains vignerons qui avaient été aussi en biodynamie puis qui quittaient. Moi, au début, je croyais que c'était... c'est trop dur pour eux, donc ils abandonnent. Alors qu'en fait, non. Et quand Anselme s'est lancé en biodynamie et qu'il a arrêté, au début, je me suis dit, bon, il a fait ça parce que... Voilà, il n'acceptait pas peut-être de perdre trop de récoltes, donc on revient, on va dire, aux méthodes, entre guillemets, classiques. Mais en fait, non, pas du tout. Je m'étais aperçu que j'avais eu un jugement totalement faux sur lui. Et maintenant que j'ai vécu l'expérience, je me dis, ah ok, j'ai compris. Ouais. Je sais qu'Anselme, c'est un vigneron qui est dans un esprit de croissance aussi et de faire grandir les choses qui restent ouvertes. Et pour moi, c'est ça aussi qui est intéressant dans le vin, et puis même dans la vie, quoi. Pourquoi s'enfermer dans quelque chose? Puis ce qui m'a dérangé aussi, c'est que, surtout en bio, il y a beaucoup de vignerons, enfin, encore une fois, je juge personne, hein, et je ne citerai pas de nom. Je sais qu'il y a des vignerons qui, malheureusement, font ça que pour le business. Certains trichent. Et je ne voulais pas faire partie, juste pour avoir un logo sur ma bouteille, je ne voulais pas faire partie de ça, en fait. Mais ça a été dur pour moi, parce que j'y croyais vraiment, hein. J'étais un vrai borné, je voulais mes logos, j'allais à toutes les formations de biodynamie qui existaient. J'étais un fou. Je discutais avec Jean-Pierre Fleury, qui est un pionnier de la biodynamie en Champagne. Enfin bref, mais en fait, j'étais pas moi-même. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous là-dedans, quoi? Et c'était à contre-cœur, en fait. Parce qu'en plus, on nous dit que dans la biodynamie, l'humain est important. Mais quelque part, on fait presque passer la nature avant l'humain, et c'est ce que j'ai fait, en fait. Pendant des années. Je me suis oublié, mais en même temps, c'était logique, parce que, quelque part, c'était lié à mon manque d'amour et d'estime personnelle, en fait. Non, Grosso modo, aujourd'hui, tu es passé du biodynamie à quelque chose de moins interventionniste ou de plus libre, de plus Alors, c'est pas que c'est moins... style. Ouais, non, je dirais pas que c'est plus Après, ça reste encore aussi quelque chose d'assez nouveau. On n'a pas forcément beaucoup d'années de recul. Enfin, certains vignerons en ont quand même. Mais ce qui me plaît dans ces démarches, c'est que pour moi, on est sur des vraies démarches durables. D'avoir des sols couverts toute l'année, par exemple. Le labour, j'ai aussi cru en ça. Moi, faut savoir que je viens d'un milieu où mon père travaillait les vignes de manière conventionnelle. J'ai eu la chance quand même, la grande chance, et je le remercie, mon papa, pour ça. C'est lui qui m'a transmis aussi un petit peu l'amour de la terre. Ça a été l'un des premiers vignerons à Auvillers à arrêter le désherbant. En tout cas, il désherbait un petit peu souvent, mais c'était l'un des premiers à laisser de l'herbe. Et il a eu le courage d'assumer les critiques des autres, qui traitaient de « Ah, ça y est, t'es le vrai bio ». Et il m'a donné cet amour, je sais qu'il m'a transmis, il m'a dit « Faut pas la niquer, la terre ». Excusez-moi, je dis c'est un mot vulgaire, mais clairement, il m'a dit ça, « Faut pas la niquer, la terre ». Quoi. Et je le remercie parce que ça m'a aidé, en fait, dans mon futur cursus. Et donc après, on va dire que j'ai été HVE pendant peut-être 5-6 ans. Je suis passé en bio pendant 3 ans. Après biodynamie, j'ai fait 2 ans. Et puis là, au jour d'aujourd'hui, on a arrêté la certif l'année dernière. Et on s'est lancé en permaculture et agroforesterie. Où j'ai été bien épaulé aussi, en tout cas, par Jérôme, qui est là ce soir, qui est un expert dans cette transition écologique, qui est importante malgré tout. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se le cacher, quoi. On sait qu'il y a un dérèglement climatique et que moi, je m'estime être la nouvelle génération qui peut agir, quoi. Parce que si moi, à mon âge, à 29 ans, je n'agis pas, qui va le faire, quoi. Donc c'est aussi ce que je veux montrer dans ce projet Max & Friends, c'est qu'on soit une sorte de leader, on va dire, et puis qu'on montre l'exemple d'une certaine manière, en restant très humble, bien sûr, et en étant unis et soudés, et montrer que c'est possible, en tout cas, en étant tous ensemble. Quand vous dites permaculture, quels sont les autres types de cultures que vous avez à côté, de végétaux Les autres types de cultures?
Alors, il n'y a pas d'autre culture. Moi, je fais que de la vigne. C'est tout. C'est tout. Par contre, dans les couverts, effectivement, là, il va y avoir différentes choses qui arriveront après. Et sinon, on couvre le sol par du BRF, par des copeaux de bois. Il y a plusieurs méthodes, en fait. Il n'y a pas une recette miracle. C'est ce que je croyais, en fait, moi, avec la biodynamie. Et j'étais devenu, en plus, un abruti, il faut le dire, quoi. Je croyais détenir la vérité. Malheureusement, comme beaucoup, ça y est, je suis en biodynamie, je suis au-dessus des bio, je suis au-dessus des HVE, je suis au-dessus des conventionnels, je suis le meilleur. Non. Non, parce que quand on croit qu'on est le meilleur, en fait, on ne sait rien du tout, quoi. Mais c'est bien, ça fait partie de la vie de prendre des claques et ça, savoir mettre son ego de côté, c'est important. Et voilà, ouais. Quand vous étiez en biodynamie, vous produisiez déjà des coteaux champenois ou pas encore? Ah ouais, je faisais un petit peu de vin, mais en essai. Il n'y a pas de vin à vendre. Commercialisé. Non, du tout. D'accord. Non. Parfois marqué. Oui. Ouais, même si... C'était pas des quantités suffisantes pour Oh ben non, je faisais une pièce comme ça, c'était voilà, une feuillette. Non, c'était de la rigolade, quoi. Mais même, voilà, je renie pas en tout cas ça, parce que même encore aujourd'hui, pour les traitements, en tout cas pour les vignes, on traite de manière biologique. Mais par contre, on ne s'interdira pas de remettre un produit peut-être conventionnel si, voilà, c'est un mix de tout, en fait. Et puis, en plus, moi, je suis quelqu'un de curieux, j'ai envie de faire plein de recherches sur tout ce qui est musicothérapie, luminothérapie, travailler avec l'énergie, les pierres, des choses comme ça dans les vignes. Donc, en fait, moi, j'ai aussi envie de fédérer, de ramener plein de gens, que ce soit des scientifiques, des mathématiciens, des chercheurs, enfin bref, et qu'on construise en fait quelque chose ensemble. Parce que pourquoi le gars en biodynamie aurait la vérité? Pourquoi le gars en conventionnel aurait la vérité? Qui a la vérité? On a tous notre vérité. Chacun a sa vérité. Et d'ailleurs, j'aimerais bien vous dire cette belle chose que l'un de mes pères spirituels m'a dit. Chacun a sa vérité pour aller vers la vérité. Et je trouve cette phrase tellement juste. Parce que qui a raison, Mais je crois sincèrement que c'est ensemble qu'on peut vraiment être unis, soudés, et c'est ensemble que les choses avancent, quoi. Je pense vraiment qu'il faut qu'on soit unis et pas séparés, quoi. Ah, dans les vignes, il y a les fraises. Ouais, c'est vrai. C'est dommage, Geoffrey, il n'est pas là, mais il aurait pu témoigner, parce que lui, il a goûté à la petite confiture de fraises des bois. Ouais, en fait, moi, c'est vrai que je vous avoue que, quelque part, les vignes, pour moi, quand j'ai commencé à les faire, je les travaillais en fait comme des vrais petits jardins, quoi. Pour moi, ce qui compte, c'est de recréer un écosystème, qu'on arrive, qu'il y ait des papillons, qu'il y ait des oiseaux, qu'il y ait des insectes, qu'il y ait des fleurs. Parce que voilà, je suis un grand passionné de fleurs. Et en fait, voilà, que ça vive, qu'il y ait de la nature, qu'il y ait tout ça, quoi. Et moi, c'est vrai qu'au début, je voyais les vignes désherbées, ça me faisait un peu bizarre. Et même quand je voyais mon père mettre le masque et tout, je dis, ben, un truc dangereux, pourquoi faire ça, quoi? Mais ouais, ça m'a toujours passionné de rendre un lieu harmonieux, en fait. Ouais. Et je dis toujours, si je n'avais pas été vigneron, j'aurais peut-être été paysagiste. Parce que ouais, j'aime ça, en fait. Ouais. Donc du coup, tu es vigneron paysagiste. Ouais, on peut dire ça, vigneron, paysagiste, philosophe, enfin bref. Mais en fait, et j'ai même pas envie de me définir. En fait, c'est ça qui est... Je sais pas pourquoi ça me fait ça, mais... En fait, j'ai envie d'être dans aucune case, quelque part. En fait, je veux même pas qu'on me dise que je suis un artiste. Je veux pas qu'on me dise que je suis un peintre, un sculpteur, un vigneron, un philosophe. En fait, voilà, pour moi, je suis un simple être humain, en fait. Mais après, c'est peut-être parce que j'ai du mal à l'accepter, mais enfin, je pense pas, mais... En fait, je me dis qu'on peut être plein de choses, en fait. Plein de choses, tant qu'on aime et qu'on fait ça avec son cœur, bah... Voilà. Mais c'est pas une critique. Hein. Non. Un vigneron paysagiste. Ouais, non, bien sûr. Et c'est Bien pas, sûr. on Ouais. c'est pas non plus, enfin, je veux dire, c'est pas... Après, ce qui peut m'intéresser, par contre, c'est le process de vinification, pour le coup. Ok. Ouais, bah allez, Alors, une fois que tu vendanges, alors déjà, comment tu définis la maturité par rapport aux autres? Parce que pour faire du vin, je suppose qu'on n'est pas sur les mêmes types de maturité. Ouais, c'est vrai. On va attendre un peu plus la maturité phénolique que les autres. Oui. Alors, bah, c'est intéressant, puis je vais pouvoir vous raconter quelques expériences. J'essaye d'écouter... je me fie un petit peu à l'intuition, on va dire, maintenant.
Parce qu'avant, j'étais beaucoup avec mon réfractomètre et puis, faut vendanger à 12. Le rouge, c'est bien quand ça fait 12 degrés. Alors, j'attendais que ça soit à 12, puis, enfin bon, voilà, mais c'est débile. Mais avec le temps, ouais, j'ai appris surtout à goûter aussi les raisins. C'est important, en fait. Je peux pas juste me fier. C'est important d'avoir le chiffre. Ah, ok, ça fait tant de degrés. Mais quelque part, j'essaye d'oublier ça et simplement je vais goûter mes raisins, puis quand je suis dans mes vignes, moi je suis un petit peu déconnecté en fait. J'ai pas envie de vous dire que je cause avec elle parce que c'est. Mais. Non, j'ai pas envie de dire ça. Mais ouais, j'écoute, on va dire, un petit peu ce qui se passe. Et ouais, c'est vrai que quand j'y vais, ouais, je suis un peu ailleurs. Mais c'est des expériences un peu difficiles à décrire en fait. C'est comme un orgasme. Comment voulez-vous décrire un orgasme? Vous allez dire, ah, c'est énorme, oui, ça fait du bien. Mais en fait, comment voulez-vous le décrire? En fait, c'est des sensations incroyables. Et moi, c'est ça qui me passionne, en fait. Que même par la musique, quand vous écoutez une musique qui vous donne des frissons de partout, comme un vrai orgasme, c'est des choses merveilleuses, en fait, de la vie. Et moi, c'est ça qui me passionne, quoi. C'est ça que j'ai envie de vivre à fond, à fond, à fond, à fond. Pour revenir, je m'éparpille un peu, je suis désolé. Donc ouais, je commence par ça, voilà, je goûte, je regarde, j'écoute, et puis quand je me dis, bon bah ok, là, faut vendanger demain, on vendange demain, quoi. Voilà. Privilégie le matin, parce que j'aime bien que les raisins soient frais quand même. Plus de rouge ou de blanc? Pour le moment, on fait la même chose. Mais c'est vrai que la vinification qui m'éclate, c'est le rouge. Le plus, ah ouais. Ouais. Et du coup, ça se passe comment? Donc, tu en cuves, Alors déjà, ouais, quand on vendange, moi je demande quand même aux vendangeurs qui trient bien. tu mets en caissette, tu mets en... Non, alors c'est dans des stampes, mais par contre, on ne les remplit pas. Voilà, on les remplit qu'à moitié, à peu près. Pas plus de 20 kilos dedans, parce que je veux surtout pas... Je veux préserver au maximum les raisins, quoi. L'idée, ce serait de les cueillir du pied de vigne, puis de les mettre comme ça dans la cuve, mais on peut pas. Mais c'est d'y toucher le moins. Entière ou pas entière? En vinifant rouge? Oui. Ouais, je vinifie en grappe entière, ouais. Donc, c'est de la macération carbonique, grosso modo. C'est ça. Ouais, exact. Pure macération carbonique ou tu rajoutes un peu de chaud Je rajoute rien du tout. D'accord. On vendange. Tu fais tes pieds de cuve toi-même? Des pieds de cuve? Enfin, je veux Qu'est-ce dire, que... De quoi? tu fais tes intrants, tu les fais toi-même avec un peu de vendange avant? Dans la cuve? Oui. Zéro intrant. On a zéro intrant en cuverie, nous. Zéro. Il n'y a pas un seul intrant en cuverie. Pour démarrer TFA. Rien. J'ai pas un produit. Le seul produit que j'ai dans la cave, c'est du produit bio pour nettoyer le sol, à base de soude. On vinifie sans aucun produit. Pas de levure, pas d'enzyme, pas de sulfite, rien du tout. Ce qui m'a passionné aussi, pour revenir sur les vins, c'est la rencontre en fait de Jean-François Ganeva dans le Jura et de Pierre Auvernois. Jean-François Ganeva et Pierre Auvernois, voilà, hein, les deux. Et moi, alors, je suis pas trop fan des fois de certains vins de Jean-François, mais c'est ok, mais j'adore le personnage. Par contre, quand j'ai goûté les vins de Pierre Auvernois, j'étais fou, quoi. Moi, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, moi. Parce qu'on a vraiment une pureté, on est sur des vins... Et puis cet homme-là, c'est quand même s'il y en a qui sait bien ce que c'est que la vinification de vin naturel, c'est quand même bien lui, quoi. Et donc, ouais, ça a été des mentors un peu, ils m'ont inspiré, en fait. Mais en fait, c'est marrant parce que plus je dégustais de vin dans le temps, plus je me rapprochais de ce que je voulais faire. Pourtant, j'ai déjà bu des grandes bouteilles. Mon ami que je vous ai dit, au domaine de la Romanée-Conti, grâce à lui, j'ai bu de l'Echezo du domaine de la Romanée-Conti, j'ai bu du Richebourg, j'ai bu du Saint-Vivant, des bouteilles à 3 000 – 4 000 balles. Est-ce que j'ai eu des grandes émotions? Très sincèrement, non. Non. Et je m'étais fait un mythe, parce qu'on a tous le mythe, du Pétrus, du Romanée-Conti, de ceci, de cela. Mais, alors, c'est des super vins, bien sûr, c'est chouette, mais c'est pas les plus belles émotions que j'ai eues dans le vin, pour ma part. Après, les autres, c'est ok, mais... Et c'est quoi ta destination? Enfin, quand je dis ta destination, qu'est-ce que tu recherches comme type de vin? On va parler des rouges, puisqu'on est sur les rouges. La finalité, elle est où? La finalité. Ouais,
épuré, croquant, tu le vois comment? Ah ben, ça, c'est vous qui le direz. Parce que ça, c'est des mots qu'on met dessus. Pas que. Ouais, mais en fait, là, vous me parlez d'une manière de déguster. Ah, Non? pas du tout. Ok, ok. Je parle de style de vin. De style? Après, Oh, là, d'accord. Ah, non, non, mais c'est qu'on soit d'accord, ok. Ouais. De style de vin. Alors, en gros, comment je définis le style de mon vin, c'est c'est ça? pour ça que je parlais de destination, parce que j'imagine que quand tu travailles ta vigne toute l'année et que tu définis une date de vendange, Hmm. tu le fais en fonction d'un millésime, enfin, d'une année, Ouais, d'un climat, oui. de température. Ah, bah, totalement. Ah, ça, je suis obligé de m'adapter, ça, c'est clair. En tant que vigneron, on n'est pas magicien, hein, on est obligé de s'adapter. En Hein. fonction de ça, tu vas te dire, tiens, cette année, parce que chaque année, tu ne vas pas faire le même vin, forcément, Non, non, et puis, c'est pas mon but, c'est pas le but recherché. d'accord? Et tu vas te dire, tiens, cette année, il va falloir que j'aille plutôt sur ces trucs. Est-ce que tu te le dis ou est-ce que Ah oui, oui, oui. en avant Ah oui, non, 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 il y a une réflection avant. ah, Ah, bien sûr. non, mais je fais Eh, si, un si. peu idiot, moi, donc, Non, 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 mais bien sûr, ouais, non, non, clairement, non, non, à chaque fois, il y a une réflexion, en fait. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'avant chaque vendange, bah, il y a toujours ce challenge de ah, cette année, on va faire comment, quoi. Et c'est la découverte, en fait, chaque année. alors si tu mets pas d'intrants, ça c'est une constante. On est d'accord. Alors, c'est une constante, mais, encore une fois, je veux pas m'enfermer dans quelque chose, et je suis pas en train de dire que la vérité réside dans les vins sans sulfite. Pas du tout. Je crois même pas, oui. Non, non, mais par exemple, parce que je sais que c'est un sujet qui peut... Ce que je comprends. Mais non, 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 je veux pas m'enfermer dans quelque chose. Ce qui compte pour moi, c'est de faire les vins les plus naturels possibles, D'accord. avec le moins de saloperies dedans, en fait. Parce que moi, ce que je veux, c'est faire un maximum de bien au consommateur. C'est ce qui m'anime. Je veux surtout pas... je veux pas lui... Voilà, j'ai pas envie de mettre de vacherie dans mon vin, en fait, quoi. Donc tu es sur des. On parle des rouges toujours. Oui, Tu es sur tes temps privés en vendange entière. exact. Tu gardes en fût combien de temps à peu près? Ah, c'est là que je vais vous raconter l'expérience. Tu la cuves, c'est pas ça. Non, non, c'est là que je vais vous raconter l'expérience, en fait. Oui, mais en plus, Ah ben, en plus, c'est ce que... Alors, non, ouais, c'est ce que vous allez goûter là, en fait. Grappe entière, moi, c'était le premier essai, c'était en 2020. Jusque-là, j'ai grappé. Enfin non, j'ai fait grappe entière 2019. J'ai grappé parce que mon père spirituel vigneron à Von Romané, il est grappé. Donc, on fait comme papa. Et moi, ça ne me convenait pas. Et sa sœur, Nathalie, elle faisait de la vendange entière. Et autant au début, j'aimais pas ça parce que je trouvais ça vachement tannique et tout. Enfin, Après, j'étais peut-être tombé sur des vins comme ça. Et au final, j'ai appris à apprécier. Mais encore une fois, c'est très bizarre parce que je vais me faire une idée et au dernier moment, je vais faire autrement en fait. Donc des fois, c'est pas forcément... C'est ça. Je veux pas, encore une fois, je veux pas m'enfermer. Je vais pas me dire, moi Max, je suis le vigneron de la grappe entière. Non, peut-être qu'il y a des années, je vais faire 50-50. Ou je veux m'enfermer dans rien en fait. Je veux pas qu'on me définisse par ma technique, c'est pas ça. Mais sinon, pour cette vendange 2020, ouais, grappe entière, je voulais décuver au bout de 2 semaines. Et il y a comme ces petites voix intérieures qui me disent non, 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 t'attends. Bon, ok, j'attends 1 semaine. 3 semaines de cuvaison grappe entière. Ça commence à faire long. Moi, je commence un peu à flipper parce que je me dis, mais qu'est-ce qui va sortir de là-dedans, quoi? Mais il y a quelque chose qui me pousse à... Non, 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 faut pas le faire. Donc je rattends 1 semaine. 1 mois de cuvaison. Grappe entière. Bon, je me dis là, ça va être un truc imbuvable, quoi. C'est ce que vous allez goûter ce soir. Hein. Donc après, tu tires. Exact, je décuve. Donc ça cuve en cuve inox. Hein. Voilà. Grappe Pour entière. les températures. Non. Par contre, je veux rentrer mes raisins le plus frais possible. Donc c'est top si un matin à la vendange, il fait 10 degrés, c'est impeccable. S'il fait 13, mais par contre, ouais, dans les rouges, on vendange jamais l'après-midi. Toujours le matin au frais. Ouais.
C'est en cuvée manuellement. Je vais dans la cuve, j'écrase un petit peu avec les pieds pour faire un petit peu de jus quand même. Et ça reste comme ça. C'est resté comme ça pendant un mois. C'est des cuves de combien d'hectos? Oh, c'est une toute petite cuve, elle fait 500 litres. Par contre, j'avais mis une couverture quand même pour la protéger un petit peu, pour que la température reste dedans. Mais il n'y a pas de pigeage, il n'y a pas de remontage. Parce que chaque vinif que j'ai fait en rouge, où j'ai pigé, où j'ai remonté, où j'ai fait des trucs, ça ne me plaisait pas. Mais bon, voilà, hein, c'est que ma manière de faire. Hein. Et je dis pas que. Donc tu tires, Après on décuve. ouais, Le jus de. goutte, Voilà, le jus de goutte. Et après, on represse dans un petit pressoir. Et on reprend le jus de presse. Ouais, et vous assemblez ou... ouais, j'assemble, ouais. Ouais, parce que là, il y avait encore du sucre. Comme les grappes entières, il reste encore des grains. Quand on represse, après, ça refermente un petit peu. Et puis après, c'est entonnage, quoi. Et puis Entonnage. après, ouais, je laisse décuver un petit peu décanter quand même. Hein, ça finit de fermenter. Puis 10 jours, 15 jours après, on entonnage directement. Il n'y a pas de bâtonnage, pas de filtration, pas de collage, pas de rien. Rien du tout. C'est des raisins mis dans la cuve, et c'est tout. Et ouais, moi j'aime bien faire ça en fait. Voilà, c'est ma manière de faire, mais j'aurais peut-être pas osé le faire si j'avais pas rencontré ces vignerons qui l'ont fait. Et je me souviens même, il y a les premières années, je les appelais, tu penses que ça va le faire? Est-ce que... Et tes malots, tu les laisses, tu contrôles les sucres en fin de FA ou tu laisses faire? Non, je fais des prises de densité quand même, bien sûr. Ouais. Oh, non, je suis, mais ça me donne une indication, quoi, comment se déroule la FA. J'ai eu des... Si elle se déclenche, la veut pas mettre en application. Ah oui, non, moi, c'est pas mon intention de bloquer ou de faire... Non, Je parlais même pas de bloquer, je parlais du sucre à la fin de la FA, de voir où t'en es et de savoir. Ah oui, bien sûr, on fait des analyses et puis je m'assure d'être en dessous des 3-4 grammes par litre. Ouais. D'accord. Et donc sur les blancs, du coup, Et ben les blancs, ils sont soit en macération, une journée ou deux, faire une macération pelliculaire, ou pressés directement, quoi. d'accord. Mais là, j'ai un petit... Protège les jus avec un peu de. Bon, non, je remets le chapeau de ma cuve. Pareil, le matin de bonne heure. Les blancs, ouais, mais je me permets quand même de les vendanger l'après-midi. Ça me gêne moins. Ah ouais. Je sais pas pourquoi. Hein. Puis j'ai peut-être, je sais pas si j'ai raison ou tort, mais voilà. Après, donc tu presses, Oui. tu entonnes directement. Non, des bourbages quand même. Ouais. Ah oui, fatalement. Et Oh non, des fois il y en a qui le font pas. Hein. Ah ouais, Et je l'ai pas fait en 2019. d'accord. Ça s'est bien passé. Ouais. 2020 non plus. Il n'y a pas eu de débourbage. Ça a été pressé, entonné. Ouais. Cette année, c'est pas la même chose. Cette année, c'est pas les bourbes de 2020. Hein. Donc, ouais, un petit peu de. Mais bon, voilà, encore une fois, on apprend tout le temps, quoi. Tu colles pas, pareil. Non. Mais ce qui m'a poussé aussi à travailler de cette manière, c'est en fait d'avoir goûté tous ces vins, entre guillemets nature. Hein. Et je me suis dit, ouais, c'est ça que je veux faire. Hein. En apportant cette dimension philosophique et spirituelle. On va dire, voilà, tout ça mêlé, quoi. Mais ouais, vraiment d'être au plus près du fruit. Mais j'ai aussi pris conscience que le vin, en fait, quand j'entendais les vignerons dire « mais le vin, il se fait pas à la vigne, il se fait à la cave, il se fait pas à la cave, il se fait à la vigne ». Et ouais, c'est vrai, en fait. Et les pré-box, ça te dit quelque chose? Je connais pas. Les oxydations prématurées. Ah oui, ok. Oui, j'en ai entendu parler, bien sûr. Ouais. T'as jamais eu de soucis? Ah si, si. Ah bah si, hein. J'ai déjà fait du vinaigre. Hein. J'ai pas honte de le dire. Hein. De toute façon, je crois que le vigneron qui dit qu'il a jamais rien loupé, ça doit être un menteur. Hein. Même Jean-François me l'a dit. Enfin, je veux dire, voilà, pourtant c'est un vigneron qui a été reconnu meilleur vigneron de France, mais non, j'ai fait des erreurs. Bah, j'ai appris grâce à tout ça, en fait. Quoi. Ma première vinif en rouge, c'était 2017, une année catastrophe. Quoi. Et mais c'est bien, c'était ma première vinif et ça m'a permis de voir que ça marchait pas et c'était imbuvable.
Je l'ai vendu au négoce quand même. Je ne dirai pas, je ne dirai pas à qui. Non, il était vraiment pas bon, vraiment. Ça faisait 10 degrés. Ben non, en 2017, ça mûrissait pas, c'était pourri. Enfin, c'était. Mais bon, c'était ma première vinif et j'avais mis 2 fois la dose de bisulfite. Ben oui, Fabrice, mon ami en Bourgogne. En fait, nous, c'est de la solution à 140, je crois. C'est dosé à 140. Eux, c'est à 70. Donc il me dit, tu mets tant. Ben oui, mais nous, en Champagne, c'est le double. Puis ça partait pas en plus. Ah oui, de la double dose de sulfite. Ça faisait 2 semaines. Je dis, Fabrice, ça démarre pas là, on fait quoi? Ben, il me dit, qu'est-ce que t'as fait? Ah bah après, je dis, oui, j'ai compris, j'ai mis 2 fois la dose de soufre. Mais voilà, j'ai fait plein d'erreurs comme ça et Sur les blancs, du coup, tu bâtonnes pas. je l'ai fait, j'ai essayé, ça me convient pas. Ben c'est ça mène un gras que. Mais encore une fois, c'est moi, ça mène un gras que j'aime pas. Et je me dis, pourquoi? Pourquoi intervenir? Ah, non, je suis d'accord. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. L'intervention aide. Non, mais c'est sûr. Non, 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 mais c'est vrai, c'est vrai. Non, mais quand tout va bien, pourquoi intervenir? Quand tout va bien. Non, c'est sûr, moi, en tant que vigneron, je me dis, je suis là. C'est comme ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis là pour accompagner, mais il faut que je sache aussi m'effacer, quoi. En fait, c'est de trouver toujours cet équilibre. Je ne veux pas m'imposer en me disant, moi, je fais du vin, je fais mon vin comme ça, et puis voilà, quoi. Bah, oui, bien sûr que je fais le vin que je fais, mais comme je l'ai dit, hein, sans la vigne, moi, je suis que dalle. Hein. Et l'élevage dure combien de temps? Encore une fois, je suis pas. Rien n'est fixé, rien n'est défini. J'ai goûté des vins élevés 8 mois, d'autres 10, 12, 15, 16, 18, 24. Certains vignerons me disent, ah, le mieux, c'est qu'ils soient élevés longtemps. D'autres, bah non. Enfin, bon, encore une fois, chacun sa vision. Là, ce que vous allez goûter en rouge, ça a 15 mois d'élevage. D'accord. Voilà. Et tu mets directement en bouteille ou tu passes par un peu de froid et À votre avis, qu'est-ce que je fais? je sais pas. Là, maintenant, vous commencez peut-être un petit peu à me connaître, là. Je passe au froid ou... Non. Non, 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 c'est mis en bouteille à la chèvre à deux becs, à l'ancienne. Donc, manière très douce. Bon, après, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup. Hein. Mais bon, le fameux Henri Jaillet mettait en bouteille à la chèvre, c'est 20 000 bouteilles. Donc, comme... ben c'est vrai, il mettait tout en bouteille à la chèvre, c'est 20 000 bouteilles, quoi. Puis Henri Jaillet, bon, bah... Vous connaissez? Non. Bon. Non, mais voilà, c'est pareil. Ça, passionnant, sa vidéo de lui qui dure 1h30 sur YouTube, là. Ouais, ouais, bien sûr. Oh, de Grand Vin de Bourgogne, ouais, ouais. Ouais. Alors, bon, c'est vraiment mes amis à Von Romanet, ils connaissaient bien ce que la femme de Fabrice, c'était la belle-fille des voisins d'Henri Jaillet. Et bon, bah voilà, il y a toujours des petits conflits, mais ça, je m'en fous. Moi, ça m'intéresse pas d'entendre la merde sur les gens. Son neveu, Guillaume Rouchy. Ouais, le blond, ouais, bah, je l'ai déjà vu. Ouais, on a fait des dégustes ensemble, ouais. À Vaune, justement. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est pareil, il m'a énormément inspiré, ce vigneron. Mais pour son époque, c'est clair qu'il a fait des trucs chouettes. Hein. Et en Champagne, quelqu'un comme. C'est le gouvernement dans ce cas-là, c'est quelqu'un comme Georges Renier, comme Marc-Augustin Avenel, Ouais, Guillaume Marguet. oui, oui, oui. Oui. Bah, c'est vrai que bah, après eux, j'ai pas eu trop de contact avec eux. Parce que, à part avoir goûté leur vin, je les ai jamais vus en vrai, sauf Marc Augustin. Bon, je sais que voilà, il est assez atypique. Il fait des choses particulières et des choses que j'aime bien. Mais voilà, après, on s'est plus trop vu. Aurélien Lurquin m'a un petit peu inspiré comme vigneron à Romery. T'es un peu les vignobles du Sud, ce qui se faisait ou pas? Non, pas vraiment, non. Non. Bourgogne-Jura, ouais, mais Alsace, mais dans le sud, pas tant que ça, non. Le Rhône, Oui, si, un petit peu, ouais. Un petit peu, ouais, ouais. Mais là, comme tu parlais de permaculture ouais, bah, je sais que j'ai encore plein. il y a des gens qui s'y mettent là. Ouais, ouais, ouais. Je Bah, t'invite à les rencontrer. bah, c'est vrai que ouais, j'ai encore
j'ai encore envie de bouger et de rencontrer et de découvrir plein de choses sur le vin. Ouais. Ouais. Même d'aller dans les autres pays. Et je te remercie, Ludovic, parce que c'est grâce à toi que ça m'a ouvert l'esprit de boire d'autres vins de France. Parce que jusqu'à là, moi, j'avais pas bu de vin d'ailleurs qu'ici, quoi. Et tout ce que tu m'as fait goûter, magnifique, des choses d'Espagne, du Chili et tout. Le mousseux d'Arménie. Le mousseux d'Arménie. Non, mais incroyable. Et j'ai adoré. Et j'ai eu mon père et mon grand-père avec le mousseux d'Arménie. Ce soir, on boit un coup de champagne. Ah, ils étaient contents. Ludovic me vend un mousseux d'Arménie splendide. Je leur sers. Ah, il est bon. Ah, super, c'est un blanc de blanc. Ah, incroyable. Je dis non, non. C'est un mousseux d'Arménie. Ils étaient fous, quoi. Comme quoi. On est à côté du mont Ararat, c'est un domaine qui existe depuis un fou, des traces de vinification et Bah oui, oui. des archéologues retrouvés. Mm. Il y a aussi une notion historique du Voshkirat et du. Mais c'est ça, en fait, qui est aussi ce que j'aime dans le vin, c'est qu'il y a cette universalité. Comment on dit le mot? Ouais, ouais, universalité, ouais. Et au début, j'étais, on va dire peut-être ouais, très chauvin. Je crois que comme beaucoup de vignerons dans chaque région. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais conditionné à croire des conneries, quoi. Parce que grâce à cette ouverture, je me suis dit, mais on peut faire du bon vin partout sur Terre. Ben, c'est ce que je pense. Pourquoi nous, ici, on ferait bon, puis... vous voyez? Après, t'as une histoire de musique, t'as une histoire du climat, t'as une histoire. Ouais, bien sûr, ouais. Ça compte quand même. Oui, ça compte, mais il n'y a pas... Faire du vin dans les plaines de Beauce, tu prends pas une journée. Non, c'est sûr. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord sur ça, que le terroir joue énormément. Je me suis un petit peu détaché de ça. Je remercie Geoffrey, qui m'a aussi également illuminé par son travail énorme. D'ailleurs, après notre rencontre, je me suis mis à creuser dans mes vignes, j'ai fait des trous comme un fou, parce que je me suis dit, mais c'est passionnant. Et j'ai essayé de comprendre cette relation au terroir. Mais moi, ce que j'aime dans le vin, c'est ce qu'il y a au-delà de ça. Vous comprenez? Bah ouais, je comprends, mais moi ce que j'aime dans le vin, c'est le tout. Bien sûr. C'est un tout, bien évidemment. Si on peut parler, ce qui m'intéresse. Alors on va parler d'une autre région, je connais la Bourgogne, mais Un petit peu, ouais. les terroirs Puligny Montrachet ne sont pas les terroirs de Meursault, et pourtant c'est tout près l'un de l'autre. Oui, Et le même vigneron va pas faire les vins pareils. non, je suis d'accord. Ben, il y a tellement... Ben, Sur la parcelle des Charmes, tu arrives sur les refers en Puligny, et ben Ouais. t'as deux vins complètement. Oui, je suis d'accord. Et même si t'es le même vigneron, et pourtant il y a pas grand chose qui les sépare. Voilà. Ben, on peut même faire une parcelle vinifiée par 10 vignerons, on aura 10 vins différents. C'est comme une recette faite par 10 cuisiniers. Il y a 10 plats différents. Ça c'est autre chose. Ben oui, mais je veux dire... Bonne du départ, la carotte est bonne. Non, Pas forcément. non, ben non. Si le terroir Ben pas du tout. chose est sûre, c'est qu'avec Ben, du gros, tu peux faire rien. oui. Non, mais enfin, moi, Et, ce qui m'anime, c'est de faire du vin avec mon cœur. Très sincèrement. Tout ce qui est terroir, tout ce qui est autour... J'ai été à fond là-dedans. Je m'y suis intéressé, mais comme un fou. Parce que justement, en Bourgogne, ça m'a nourri tout ça, ces climats. J'ai discuté avec plein de vignerons en Bourgogne, donc je sais ce que c'est aussi que le terroir. Mais ce qui m'ennuie, c'est que, ok, c'est super, c'est là, mais il n'y a pas que ça. ah mais c'est pas ce que j'ai dit. Et moi, au début, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la mode. On entend beaucoup les vins de terroir. Alors nous, ce qu'on fait chez Max & Friends, bien évidemment que c'est des vins de terroir. Vu comment on travaille, on ne peut que respecter le terroir par notre manière de travailler la vigne, avec tout l'amour et le respect que je fais, mais aussi le vin. Parce que quand j'entends des fois des vignerons qui me disent qu'on fait des vins de terroir, et quand je vois comment ils travaillent le vin, où il y a une tonne de produits, une tonne de sulfite, une tonne d'intervention, et aux vignes pareilles, ça gomme. Mais On vient gommer. c'est comme les gens de nature qui font des Brettanomyces de partout. Ça, moi, je ne fais pas partie de leur clan. Non,
Mais je suis d'accord, j'ai bu des vins nature infects. Mais voilà, ils ont tous Et ça m'intéresse pas de faire des choses comme ça, on est d'accord. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a, comme tu disais tout à l'heure, il y a pas une vérité. Mais Non, 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 non. on ne peut pas exclure le terroir Ah ben non, de l'homme. je l'exclus pas, mais on ne peut pas exclure non plus cette partie philosophique et spirituelle, qu'on n'en parle jamais. C'est ça en fait que je veux mettre en lumière, c'est cette partie-là, parce que ça, personne n'en parle. On parle toujours justement de ce que vous dites, le vin c'est le terroir, le vin c'est ceci, c'est cela. On n'en parle jamais de cette partie. Pourtant elle est là, elle existe, quoi. C'est quelque chose qui résonne, qui est en nous, et il y en a beaucoup aujourd'hui encore qui font les ignorants, quoi. Et je trouve ça dommage. Après, moi, c'est vrai que je le dis comme ça aujourd'hui par rapport à ce que j'ai vécu. Et je discutais récemment encore avec quelqu'un, et c'est vrai que tant qu'on n'a pas vécu une expérience, c'est très difficile de la comprendre. C'est clair. Mais voilà, après, moi, je suis content de faire ce que je fais. Et si je peux aider et partager à faire ce monde, en tout cas, quelque chose de meilleur que quand je suis arrivé sur Terre, eh ben, je serais fier de moi, en tout cas. Parce que je ne veux pas me dire les mêmes mots que ma mère m'a dit avant de partir. Elle m'a dit, tu sais Max, j'aurais dû plus profiter. Ben moi, la veille de ma mort, ce que je voudrais me dire, c'est, je suis convaincu d'avoir donné le meilleur de moi-même et d'avoir réalisé mes rêves. C'est ça que je veux me dire. Si je me dis ces deux phrases, je pourrais partir tranquille. Après, je ne suis pas parfait, loin de là. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai fait beaucoup de mal. Mais on peut changer. Avec du travail, de la patience, de la persévérance et surtout de se faire entourer. Mais retenez bien, mais c'est super intéressant là, retenez bien que ce qui m'anime le plus, c'est l'amour. Pour moi, c'est ce mot, parce qu'on aime. Je l'ai bien senti, je te challenge un peu. On est, ouais. Mais on aime oui, bien sûr. Mais on aime son métier, on aime sa femme, on aime son chien. Tout est amour. Et moi, c'est ça qui m'anime. Et quand on parle à ces plantes, elles fleurissent plus. Ouais, oui. Oui, bah après. Et voilà, mais en fait, c'est ça, c'est retrouver un petit peu l'enfant intérieur, faire les choses vraiment avec son cœur, avec joie, et voilà, quoi. C'est ça. Et en fait, je veux rendre. C'est ça aussi, des fois dans le vin, on complique trop les choses. On rend le truc de. Quand j'étais jeune, j'entendais toujours, et mon père me l'a dit X fois, même ma mère, fais pas vigneron, c'est pour les imbéciles. Les imbéciles, ils sont ouvriers. Par contre, si tu deviens œnologue, que tu fais des études, là, tu seras quelqu'un de reconnu, d'intelligent. Et pour moi, c'est totalement débile de dire ça. Parce que comme je vous l'ai dit, pour moi, le vin, il se fait à la vigne. Donc avant d'être un grand vinificateur, je crois qu'il faut d'abord être un grand vigneron. Et avant d'être un grand vigneron, je crois qu'il faut d'abord avoir un grand cœur. Ça, ce ne reste que ma vision de la chose. Et c'est tellement dommage qu'on vende toujours ceux qui ont fait des études alors que c'est tellement simple en réalité. Et c'est ce qui m'anime aussi, de rendre les choses compliquées, faciles, simples en fait, de démystifier un petit peu tout ça, quoi. Parce que je crois vraiment que la vie est simple et qu'on se la complique. On est des champions pour se compliquer la vie. Des choses très simples et qui nous touchent, que ce soit un regard. C'est pour ça que j'ai mis ces 5 mots qui nous... Tout ce qu'on sent, tout ce qu'on voit, c'est déjà un cadeau. Il y a des gens qui naissent aveugles à la naissance. Nous, on a la chance de voir, d'entendre, d'être conscient en fait de ces choses très simples de la vie en fait. Mais réellement. Et quand on est conscient de tout ça, ça nous remplit d'amour tout simplement.